Bonjour à tous, nous sommes le 13 juin 2019 et suite à de nombreuses questions et demandes formulées par mes abonnés, je vais faire donc un gros retour en arrière, c'est-à-dire que sur le contenu de la chaîne, vous avez accès au montage de la micro-ferme à partir de rien. Vous avez vu donc l'installation des tables de culture, la mise en place des zones cultivables, les buts, etc. Mais en aucun cas, vous avez eu du contenu formateur, pédagogique. Et je vais essayer de développer quelques vidéos pour parler de la permaculture théorique. Donc c'est vrai que l'une fonctionne avec l'autre, mais elles peuvent sur terrain être bien différentes, car il faut savoir s'adapter. Donc pour entamer ce vaste sujet qui va demander, je pense, plusieurs séquences vidéo, il faut commencer par s'intéresser déjà au mot permaculture, donc à l'étymologie. Comment vous-même interprétez ce mot et qu'est-ce que vous en retenez? Souvent, dans l'esprit populaire, on pense que la permaculture, c'est jeter des bottes de paille par terre, c'est éventuellement créer des buts avec du bois, tout ça. Ça, ce sont que des méthodes de jardinage. La permaculture, c'est quelque chose de bien plus vaste, qui va s'appliquer à la fois sur l'environnement, sur la biodynamie, sur l'humain, sur l'habitat. C'est tout un ensemble de choses qui va donc établir un concept. Et ce concept, il a été inspiré donc du fonctionnement de la nature, soit par biomimétisme ou écomimétisme. C'est comment s'inspirer de ces observations pour pouvoir s'intégrer dans un écosystème. Pour parler étymologiquement du mot permaculture, il faut savoir que ce modèle est issu de l'agriculture naturelle, dont le japonais Masanobu Fukuoka a largement inspiré le mouvement. Cette théorie a donc été posée sur papier et conceptualisée dans les années 70 par deux Australiens, un biologiste qui s'appelle Bill Mollison et un écrivain, David Holmgren. Ils ont sorti un premier livre, Permaculture tome 1, et il en a suivi beaucoup d'autres au fur et à mesure de l'enrichissement de leur contenu. En 72, ils ont rencontré Masanobu Fukuoka, qui leur a donc inspiré la méthode de culture des céréales, pour intégrer donc des céréales, de l'orge et du riz, directement dans un potager. Donc vous voyez un peu toute cette canopée là qui pousse à volonté, et comparé par rapport à ce qu'il y avait avant, où certains verront donc un joli mélange inentretenu. Moi je vois une optimisation qui me permet d'avoir des cultures pérennes qui sont en adéquation dans l'esprit de permaculture, de design. Vous voyez un peu la richesse du mélange, vous avez des graminées, vous avez des céréales, vous avez vraiment une multitude de choses à manger qui va protéger donc cette faune, et cette flore va être encouragée bien sûr. Donc vous voyez, il y a des impacts positifs qui peuvent être faits, et ne vous fiez bien sûr qu'à votre propre expérience sur place, car de façon générique, comme je l'ai dit, le mot permaculture est un mot valise, définit donc des procédés, il va falloir pouvoir s'adapter, être flexible. J'ai dû moi personnellement tout réapprendre en arrivant dans la région, car dans le sud c'était bien différent, le sol était totalement différent, le climat, le temps, tout, même les variétés cultivées. Donc là vous voyez par exemple, quelques mouvements de caméra, vous pouvez vous rendre compte de la richesse atteinte en moins d'une saison. D'autres diront que je suis un jardinier qui est laxiste et qui laisse développer tout un bazar, mais moi j'y vois là une richesse indiscutable, des liens plus profonds au jardin. La méthodologie est quant à elle connue depuis des temps immémoriaux, ne serait-ce que par les transmissions orales ou visuelles. Gamin, je voyais mon grand-père planter ses navets, ses aubergines et ses tomates, j'en ai tiré un enseignement. Donc ce genre de méthode de culture, ça date depuis la nuit des temps. On la retrouve déjà au XVIIe siècle, notamment par un livre qui s'appelle Le Petit Dictionnaire portatif du cultivateur, qui a été écrit en 1760 par Ponce Augustin Haletz. On retrouve aussi de nombreux ouvrages en 1910 par Hopkins. Donc si vous voulez, le mot permaculture en lui-même désigne agriculture permanente, ou permanente agriculture en anglais. Mais par la suite, il a été étendu de manière à signifier le mot culture de permanence, ou l'abondance des récoltes. Il y a tout un tas de sens qui peut en découler du mot permaculture. Donc ça, c'était vraiment pour l'étymologie. Comme je le disais, ce sujet fait encore polémique, car il y a de nombreux débats qui tendent à élargir ou justement à restreindre
l'application de la permaculture. Maintenant, intéressons-nous donc au principe. Qu'est-ce que la permaculture? La permaculture, c'est une philosophie de vie. C'est une démarche globale qui s'appuie sur une éthique, qui va reposer sur 3 piliers. On va respecter un ensemble de principes, l'objectif étant de permettre à des individus de concevoir un environnement, ne serait-ce par des autoconstructions, des bâtiments, qui vont être construits avec des matériaux sur place pour limiter les intrants. On va aussi éventuellement mettre en place des cultures qui vont être durables, résilientes, pérennes, abondantes. Il va y avoir tout un tas de choses qui vont rentrer en compte dans cette application de la permaculture. On va développer ce sujet donc par les 3 principes fondateurs, ce qui selon moi sont les plus importants. Bien sûr, on peut en évoquer bien plus, puisque certains conférenciers en élaborent plus d'une quinzaine. Mais commençons petit, ça sera déjà une bonne base. Donc le premier principe, ça sera déjà de prendre soin de la terre. C'est ce qui est vraiment le principe fondateur numéro 1. Comment s'inspirer de l'écologie naturelle par biomimétisme et écomimétisme, comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est simplement par l'observation, prendre un temps. Il faut se poser tranquillement, tenter de voir plusieurs saisons défiler. On va pratiquer donc le non-agir pour déjà se rendre compte de ce qu'il se passe sur un terrain qu'on souhaite donc investir. Alors soit on veut acheter et acquérir un terrain, dans ce cas-là j'apporterai des précisions plus tard dans d'autres vidéos, ou dans le cas présent nous avons déjà un terrain que nous souhaitons transformer car par exemple on le cultivait de façon conventionnelle, ou alors il n'y a rien, c'est la nature et on souhaite mettre en place des cultures pérennes dans le modèle permaculturel. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va surtout en aucun cas s'imposer. On ne va absolument rien toucher pendant un certain laps de temps pour prendre le temps de regarder, d'observer et de prendre des notes. Il va commencer à falloir noter des éléments qui vont être capitaux. Je vais commencer déjà par l'arrivée du petit bonhomme sur son terrain qui va déjà recenser toutes les ressources naturelles, tous les points positifs de son terrain. Donc il prend en compte sa globalité, il prend en compte les quatre points, les 4 angles, il va prendre en compte tout un tas de critères qui vont l'aider à construire sa réussite, dans le but d'être moins dépendant des systèmes industriels de production et de distribution. Il va falloir vraiment déjà comprendre ses propres besoins. Qu'est-ce que j'attends moi de mon propre travail? Qu'est-ce que je souhaite retirer? Qu'est-ce que je souhaite obtenir de mon travail? Qu'est-ce que je souhaite faire? Déjà, se poser la question, qu'est-ce qu'on vient faire ici? Donc, bien délimiter ses besoins, bien comprendre ses besoins et les implications de ceci. Par exemple, les gens vont chercher à s'établir de façon durable avec une maison. Donc, comment je construis ma maison? Quels matériaux je vais utiliser? Est-ce que je vais la construire comme ci, comme ça, quelle exposition, etc. Ensuite, j'ai besoin de manger, qu'est-ce que je vais pouvoir cultiver? Comment je vais pouvoir implanter? J'ai besoin de mettre en place des élevages, j'ai besoin... voilà, il faut déjà bien mettre en place ce passage obligatoire pour couvrir ses besoins. Donc vous voyez, ça fait déjà 10 minutes qu'on discute ensemble et on a absolument fait rien du tout encore. On a parlé de 0,01%. Donc dans ce pilier numéro 1, on va prendre en considération la biodiversité dans sa globalité. On va étudier avant de savoir tirer parti de quoi que ce soit. On va observer toutes les interactions existantes. On va énumérer, trouver le nom de toutes les plantes, qu'elles soient pionnières, endémiques, couvre-sol, les arbres, les arbustes. Il faut déjà savoir absolument tout sur la nature qui est présente, de façon à pouvoir en tirer parti, de façon à savoir exactement qu'est-ce qu'il en est sur place au moment même où on l'observe. Vous avez des applications maintenant pour identifier, vous avez des forums de discussion, vous pouvez échanger des photos et les gens vous aideront à identifier. Vous allez pouvoir trouver des bio-indications grâce à des plantes. Vous allez pouvoir aussi également, par le biais de l'observation, pouvoir vous rendre compte sur plusieurs saisons comment évolue le sol. C'est pas en plein hiver que vous allez voir des plantes d'été. C'est pas en plein été que vous allez pouvoir voir qu'est-ce qui reste en hiver. Donc c'est pour ça qu'il faut couvrir au moins une période d'1 an
avec les 4 saisons pour vous rendre compte réellement des capacités et du biotope qui est en place. Toute cette biomasse qui se développe, qui n'a pas besoin de vous pour vivre et exister. C'est vous qui allez devoir vous faire une place là-dedans en tentant de ne pas briser des maillons d'une chaîne essentielle. C'est par le non-agir que vous allez pouvoir mettre en place toute la suite en passant par des étapes indispensables. On va essayer de développer dans cette vidéo au moins le tout début pour ensuite y revenir ou alors continuer le développement, mais déjà au départ on va prendre en compte cette phase d'observation, de non-agir. Le pilier 2 sera bien sûr de prendre soin de l'humain. Pour pouvoir prendre soin de l'humain, il faut déjà être soi-même en sécurité et savoir prendre soin de soi. Savoir s'aimer, s'apprécier et savoir aussi, grâce à un travail en amont, ses capacités. Il faut pouvoir s'adapter, il faut pouvoir être flexible, il faut pouvoir accumuler, encaisser, il faut pouvoir fournir un travail. Donc déjà connaître ses propres limites, se connaître soi-même. Ensuite, on peut commencer à lever un peu les yeux et s'occuper éventuellement des personnes qui nous entourent, des proches, des amis. Il faut pouvoir les aider éventuellement à leur faire bénéficier de formations. Il faut leur transmettre pédagogiquement du savoir. Il faut que leurs connaissances puissent évoluer. Il faut qu'on puisse les guider par le biais de l'expérience. Il faut qu'on puisse éventuellement leur éviter de perdre de l'énergie à faire des faux pas, des mauvais investissements, que ce soit en termes d'argent ou en termes de temps. Si on a des compétences particulières, par exemple, votre cousin veut acheter une maison, vous êtes maçon, n'hésitez surtout pas à aller visiter la maison avec lui, vous pouvez dire attention, là il y a ça, et là il y a ci, vous êtes électricien, vous pouvez aider. On peut parfaitement, par le biais de sa propre communauté, faire des petits coups de pouce qui dans l'ensemble vont permettre donc d'aider. C'est pas tout de suite inviter 50 personnes inconnues chez soi pour expliquer ce qu'on maîtrise mal, pas du tout. C'est vraiment commencer à agir autour de soi, dans le cadre de sa famille, dans le cadre de ses amis, éventuellement aller un peu plus loin petit à petit, mais il faut toujours démarrer petit. Le troisième pilier sera donc le fruit qui va couler des 2 autres piliers, ce sera créer l'abondance. L'abondance pour couvrir ses propres besoins, l'autoproduction, pour éventuellement pouvoir par la suite redistribuer des surplus, ne serait-ce que en tant que particulier donner quelques fruits et légumes à ses proches. Ça va permettre une sacrée économie d'énergie fossile, réduire l'impact de pollution, ça va permettre d'inciter le réseau local. Si après on souhaite faire ça professionnellement, pourquoi pas créer une petite AMAP pour que les particuliers viennent chez soi récupérer des productions locales, en encourageant pourquoi pas les petits commerces, déposer quelques paniers de légumes qui vont eux-mêmes pouvoir vendre en faisant connaître l'activité. Ça passe par le réseau social. L'abondance, ce n'est pas juste pouvoir soi-même faire 4 tonnes de tomates. Il faut pouvoir écouler ces tomates. Il faut pouvoir maximiser en fait l'énergie dépensée, réintégrer cette énergie dans un réseau. Il faut minimiser les pertes. Donc c'est pour ça qu'on vous dit de démarrer petit, parce qu'il y aura des étapes à respecter, et je pense qu'au fil de cette discussion que nous avons, vous allez pouvoir cerner vos besoins, et par ceci mettre en place des procédés qui vont vous permettre d'obtenir les clés de la réussite. Quand je dis qu'il faut prendre soin de l'humain, c'est aussi pouvoir lui permettre de limiter son impact de pollution, de revaloriser ses déchets. Il faut pouvoir minimiser leur emprunt et optimiser leur investissement, que ce soit en termes d'argent et en termes de temps. Et ça rentre bien sûr dans la création de l'abondance, la vôtre et celle de votre entourage. C'est penser aujourd'hui aux générations futures et savoir qu'est-ce qu'on va leur laisser. C'est une méthodologie qui va pouvoir s'appliquer absolument à tous les domaines, à toutes les personnes, à toutes les strates sociales, même à toutes les cultures, sans restriction. Maintenant, nous allons pouvoir développer ces 3 piliers de façon thématique. Donc quand je parle de la période de non-agir, observer, récolter les infos, il va se passer un moment où vous allez devoir récolter des informations significatives sur votre site. On va commencer à parler bien sûr des 4 forces élémentaires, qui sont la terre, l'air, l'eau et le feu. Commençons le premier sujet. Parlons du feu.
le feu, dans notre cas, ça va être le soleil. Le soleil, il est primordial de pouvoir caler les expositions de façon à bénéficier d'un maximum de lumière pour aider les plantes à faire la photosynthèse. C'est pas juste de savoir où se lève le soleil et où il se couche, c'est aussi de prendre en compte les jours d'équinoxe, les maximums lumineux de température, et intégrer à ce calcul d'implantation les solstices d'été et d'hiver. Après, il faut aussi prendre en compte en quelle mesure je vais être impacté sur mon terrain. Il faut savoir que l'hiver, le soleil est plus bas que l'été. Donc, prendre en compte ce critère de feu, c'est très important pour l'implantation. Après, on peut aussi parler par feu d'incendie. Donc, on rentre en compte la terre. Commençons par la topographie. L'exposition d'un terrain qui est en pente, eh bien, ça sera le sens de la pente qui donnera son orientation. En sachant très bien qu'un incendie a toujours tendance, un départ de feu, à grimper plutôt que descendre. Donc si on doit mettre des zones de culture ou boiser un terrain, privilégions une zone plutôt qu'une autre avec cette information-là. La topographie, c'est aussi prendre en compte un terrain plat et les structures déjà existantes sur place. Ne pas se faire mettre à l'ombre en plein hiver, ne pas être en plein cagnard. Il va y avoir d'autres critères par la suite. Vous allez voir, dans l'énergie de la Terre, il y a aussi donc ce qu'on va appeler la granulométrie. Quand je dis énergie, je parle bien sûr de l'énergie de l'air, de la terre, du feu et de l'eau. Les 4 forces élémentaires. Donc, en parlant de la Terre, on a vu la topographie. Il faut aussi prendre la granulométrie du sol. Il faut apprendre à distinguer les 3 natures de granulométrie différentes. Donc, ça veut dire le grain du sol. On va retrouver le principe argile, limoneux et sableux. Et ensuite, il va falloir aussi mesurer évidemment le pH. Parce que selon l'acidité ou l'alcalinité du sol, on pourra y adapter telle ou telle culture. Là, je vais plutôt parler, pour pas développer ces sujets-là, car ça fera bien sûr une vidéo complète. Parlons de mon terrain à moi, qui va être argilo-humique. Et je vous amène au prochain sujet, qui va donc être l'eau, la gestion de l'eau. Dans un sol qui va être argileux, je sais qu'il va pouvoir retenir l'eau, donc je sais aussi que je vais pouvoir créer des pièces d'eau, chose qui n'est absolument pas possible dans un sol qui va être sableux. Vous aurez beau dépenser de l'énergie à tenter de créer une mare, celle-ci ne pourra pas retenir l'eau. Donc c'est important de bien savoir à quelle nature de sol vous faites face. Avec la pluviométrie, je vais pouvoir prendre sur internet les informations, notamment de précipitations, donc de chute d'eau, savoir combien de mètres tombent à l'année sur mon terrain. Je vais pouvoir aussi, en observant pendant de longs mois l'écoulement de l'eau, où c'est qu'elle va se stocker, où c'est qu'elles vont être les zones humides, éventuellement si j'ai un cours d'eau, pouvoir mesurer leur débit, si j'ai des mares, voir si elles sont pas sèches en été. Donc en étudiant bien sûr l'eau, vous allez pouvoir créer des zones humides. En prenant en compte le pilier feu, vous allez pouvoir aussi contrôler certaines cultures. Car si vous n'avez pas d'eau, vous allez avoir besoin, si vous n'avez pas d'eau et que vous avez beaucoup de soleil, vous allez avoir besoin d'apporter vous-même de l'eau. Et ça, c'est pas une mince affaire. Après, on peut bien sûr pallier par des techniques de jardinage, un besoin d'eau, le minimiser, mais quoi qu'il en soit, il y aura besoin d'eau, ne serait-ce que par l'hygrométrie du sol et de l'air. Donc ça nous amène au prochain sujet qui va être l'air. L'air, on va parler donc des vents. Il peut y avoir plusieurs vents dominants à certaines saisons. Un vent plus ou moins chaud qui va pouvoir, au plus il y aura de vent, au plus vos cultures seront déshydratées, au plus les zones humides vont être asséchées. Vous allez vous rendre compte rapidement que cultiver des plantes qui ont une facilité à faire de l'évapotranspiration en plein soleil dans une zone sèche et mal exposée en plein vent, vous allez voir que vous allez arriver à rien. Toute la journée, vos plantes seront ratatinées, elles vont se refermer pour se protéger du soleil et les cultures seront pas du tout optimisées. Donc si vous commencez à prendre en compte les éléments d'air, terre, feu et eau, vous allez voir que par la topographie, par certaines natures de sol, par l'exposition au soleil, au vent et en zone humide, vous allez pouvoir favoriser la culture de certains légumes ou céréales. C'est en prenant en compte cela que nous arrivons donc au prochain chapitre qui va être le design. Parce qu'il faut mettre aussi en place ce design de façon à optimiser tous ces éléments
et toutes ces natures de sol. Il y a, en étudiant le sol, aussi plusieurs indications. Au fil des saisons, vous allez pouvoir voir apparaître certains auxiliaires, certaines plantes bio-indicatrices. Il faudrait vraiment pouvoir développer le sujet, mais là dans cette vidéo nous en sommes déjà à plus de 20 minutes et on a à peine survolé. Donc je suis en train de faire un condensé explicatif, comment je vais me mettre en place sur mon terrain, et vous voyez qu'il y a déjà des chapitres qui sont très vastes et qu'on peut largement développer. Rien que ne serait-ce que dans les plantes bio-indicatrices qui vont pouvoir nous indiquer certaines zones polluées, certaines zones à granulométrie différente, vont nous indiquer aussi des zones humides. Donc vous voyez, il y a beaucoup de choses à dire et il existe autant de plantes qu'il existe de biotopes. Donc prenant en compte tous ces critères-là, on commence à construire les grandes lignes et on commence à comprendre la complexité des interactions qui sont existantes avec la faune locale, la biodiversité, la microfaune et bien sûr il faut aussi prendre en compte la vie microbienne, la vie de la rhizosphère, etc. Je y reviendrai un peu plus tard. Donc il va falloir maintenant faire un travail sur les limites, notamment observer donc ce qui vont être les clôtures par les grands arbres qui vont pouvoir nous protéger du vent, des dessèchements, les petits arbres qui vont pouvoir installer des microclimats. Il va falloir aussi prendre en compte ses propres limites, qui sont les limites matérielles, peut-être psychologiques, de temps, financières aussi, et physiques. Il faut considérer tout ça dans une globalité, pouvoir le conceptualiser, bien prendre en compte ses possibilités au départ, car si on commence trop gros, il y a de fortes chances qu'on puisse se décourager par divers critères qu'on n'avait pas pu prendre en compte au début, surtout si nous sommes débutants. Il y aura bien sûr une grosse phase d'étude des ressources qui sont sur place, comment je vais pouvoir tirer le maximum parti de tout ce qui est présent sur place, regarder les 4 angles de mon terrain, aller dans tous les sens, fouiller, farfouiller, regarder dans la terre, chercher, prendre en compte toutes les ressources. Donc c'est pour ça que la phase d'étude du sol est très importante. Vous allez pouvoir vous rendre compte qu'une plante que vous prenez pour la mauvaise herbe peut être une plante aromatique ou médicinale qui va pouvoir repousser certaines attaques, favoriser certains développements, avoir des principes actifs qui vont vous être utiles au jardin. Vous allez pouvoir vous rendre compte que certains arbrisseaux peuvent être greffés ou éventuellement vous donner des fruits, des cultures. Vous prenez donc le temps de bien observer pour recenser toutes ces ressources qui vous seront plus tard essentielles dans la pérennité de la mise en place de votre jardin. Une fois cette collecte d'informations faite, vous pouvez largement faire un petit bilan et savoir quel type de culture vous allez pouvoir mettre en place et comment vous allez pouvoir cultiver, sur but, sur table. Donc vous voyez, il y a tout un travail en amont à faire avant de jeter les fameuses bottes de paille au sol ou d'installer du bois dans la terre. Donc ça aussi j'y reviendrai dessus, comment créer une butte en détail, parce qu'il y a encore sujet à polémique. Il faut donc être en permanence en train d'évaluer les 3 piliers pour faire évoluer votre jardin, parce que la conception de votre jardin évitera des ajustements majeurs qui vont vous demander beaucoup d'énergie et de temps. Et souvent, c'est aussi facteur de découragement. Souvent, on dit qu'il ne sert à rien de lutter contre la nature, car pour lutter contre elle, il faut une montée en artillerie considérable. Vous l'avez bien observé si vous êtes intéressé par la permaculture, que l'agriculture moderne fait appel à des machines extrêmement énergivores qui vont labourer de force le sol en y incluant des produits chimiques, et au final, qui c'est qui gagne? Personne. Car l'agriculteur va lâcher son champ pour le laisser en repos, et la terre sera stérile, et on ne pourra plus en tirer. C'est une façon de faire la guerre, et la guerre ne conduit à rien. La guerre, c'est de la destruction. Il n'y a qu'une montée en armement, donc autant essayer de trouver des façons, des méthodes conciliantes pour agir en interaction et développer une aide mutuelle, une écoute. Il va falloir conceptualiser votre zonage, vos zones d'interaction, vos déplacements. Vous allez avoir en permaculture, on parle de 5 zones. La zone 0 qui est la maison, l'habitat. On va parler de la zone 1, c'est la zone juste autour, qui va être le potager où on doit aller pour faire les petites récoltes journalières, tout ce qui va demander du temps et d'observation.
Ensuite, on va parler d'une zone 3 qui va être le petit élevage, éventuellement les petits fruits, et juste un petit peu quelques vergers, quelques arbres fruitiers qu'on va aller voir un petit peu moins. La zone 4 où on va commencer à avoir un peu des cultures de céréales, quelques pâtures, et puis la zone 5 qui va être tout ce qui est sauvage, les bois, la forêt, tout ce qui n'a aucune interaction avec vos propres activités, que ce soit avec des animaux, avec des cultures. Là on y retrouve vraiment toute la sauvegarde naturelle et sauvage qui peut y avoir sans l'action de l'homme. Bien sûr, moi j'ai pour but de favoriser le concept de forêt nourricière, c'est-à-dire s'inspirer simplement de la forêt, donc fonctionner par étage, par strate, si je puis dire, en prenant en compte en premier lieu la canopée, donc les grands arbres, qui vont protéger, bien sûr, comme on l'a expliqué, des vents, du soleil, etc. Ça va apporter une protection contre éventuellement des champs voisins avec des produits chimiques, beaucoup de choses comme ça. Juste en dessous, on pourra éventuellement mettre des petits fruitiers intermédiaires qui vont venir se mettre sous couvert des grands arbres avec les arbustes. Ensuite, on a tout ce qui va être un peu plus bas avec des arbres annuels qui vont nous permettre de développer, pourquoi pas, des aromatiques, des médicinales, profiter de tout ça et intégrer à ce sol qui va l'accepter des cultures potagères, maraîchères qui vont être acceptées et pérennes. Ensuite, on va voir tout ce qui va être couvre-sol. Regardez un peu s'il n'y a pas déjà du trèfle, la luzerne, regardez les sources d'engrais verts, éventuellement enrichir ces engrais verts, parce qu'il faut éviter d'arracher pour mettre en place, pour s'immiscer, pour broyer, pour casser un maillon de la chaîne. Et ça va plus loin que ça, parce que dans la conception, bien sûr, de votre potager, il faudra prendre en compte aussi la rhizosphère. On en a parlé dans une vidéo, et ça emmène tout de suite à tout ce qui va être ce réseau vivant qu'il y a dans le sol, toute cette vie microbienne, bactériologique, la microfaune. Regardez un peu, est-ce que vous avez beaucoup d'auxiliaires, beaucoup de vers de terre, beaucoup... Vous voyez, est-ce que le sol va être humique? Est-ce qu'il va déjà y avoir de la vie? Ou est-ce que le sol va avoir besoin d'un apport de bactéries avec des purins, avec des choses comme ça? Parce que si vous avez un sol qui est stérile, qui a été cultivé en connaissant bien sûr l'historique, vous avez beau mettre des matières organiques, avoir beaucoup de mal à se décomposer, donc il faudra apporter une vie à ce sol. C'est bien de connaître l'historique, discuter un peu avec les gens, voir un peu ce qui se passait avant vous. Il va falloir procéder à des ajustements pour obtenir les résultats souhaités. Donc l'observation des impacts de ces ajustements. Après vous avez aussi dans tous ces étages et ces strates, vous avez tout ce qui va être vertical. Vous avez des choses qui poussent comme des lianes, des vignes, vous avez du lierre, vous avez tout ce qui va pousser sur grimper quoi. Ça il faut aussi le prendre en compte parce que vous pouvez faire des cultures de kiwi, vous pouvez obtenir du raisin. Vous avez aussi un plan qui occupera très peu de place au sol et qui pourra grimper sur cette canopée, qu'elle soit plus petite ou plus grande. Et bien sûr vous avez aussi tout ce qui va être la mycosphère, avec parlons de champignons, comment ça va se dégrader, quelles vont être les sortes de champignons, comment je peux mettre à profil cette mycosphère. Donc le but est de concevoir un jardin forêt, tout simplement. Il va falloir rediriger l'énergie pour maximiser le travail en équipe. Je pense que cette vidéo aura été assez longue, assez tumultueuse pour certains, on va déjà avoir plus de 30 minutes d'information. On pourra ensuite développer par étapes ces principes, ces natures. Enfin, on va pouvoir venir en parler, bien sûr, si ça trouve public, parce qu'il n'est pas utile non plus de développer des vidéos vu qu'il en existe déjà. Mais je pense avoir été assez loin dans le détail de celle-ci, sans pour la développer davantage, car un contenu long n'est pas forcément un contenu qui va être le mieux retenu. Il vaut mieux fonctionner par étapes. Petit à petit, l'oiseau fait son nid, et commençons petit pour être sûr d'évoluer. Parce qu'après on peut parler aussi d'auteurs, d'ouvrages en permaculture, on peut parler de choses et d'autres, de construction, d'autoconstruction, de certains types de cultures. Vous voyez que dans mes vidéos j'ai déjà développé certains sujets
comme des plantes compagnes, comme quelques méthodes. Mais c'est vrai que là, on atterrit sur le vif du sujet, et puis je pense qu'il y a beaucoup à en dire. Donc au départ, j'étais pas du tout parti dans cet esprit-là, j'étais parti dans l'idée de montrer comment pouvait évoluer un jardin à partir de rien. Mais si vous voulez de la théorie, on peut très bien en faire. Il suffit juste de construire en amont un discours cohérent et pédagogue de façon à pas partir dans tous les sens. J'espère que je vous ai pas trop perdu dans mes explications. J'ai essayé de faire le plus simple possible. Et maintenant, c'est à vous. Allez, à très bientôt. Ciao, ciao. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me soutenir en déposant un petit pouce bleu qui m'aidera à faire connaître le contenu de ma chaîne sur les moteurs de recherche. En vous abonnant, vous recevrez les toutes dernières mises à jour. Et si vous avez une question, n'hésitez pas à déposer un commentaire. J'y répondrai comme d'habitude avec grand plaisir. D'ici là, je vous dis à très bientôt et joyeuses plantations.